Bonjour à toutes et à tous. La liberté d'expression est un principe intangible. Toute personne peut librement émettre une opinion positive ou négative sur un sujet, mais aussi sur une personne. Il s'agit d'un droit fondamental. Cependant, comme pour tout droit, son abus peut être sanctionné dans le cas déterminé par la loi. Le franc-parler connaît ainsi ses limites. C'est ainsi que les auteurs de propos diffamatoires, d'injures ou de dénonciations calomnieuses encourent des sanctions pénales. Aujourd'hui, dans votre émission, l'heure du droit sur Radio Djena, www.radio.djena.tg, nous nous intéressons à la diffamation et aux dénonciations calomnieuses. Comme invités pour en parler ce jour, Roger Bakou et Antoine Loiseau, tous deux des juristes. Roger, bonjour. Bonjour Elie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi. Antoine Loiseau est également avec nous. Antoine, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci. L'heure du droit, c'est parti comme ceci et on parle de dénonciation calomnieuse et diffamation. Roger, que peut-on entendre par diffamation? Eh bien, la diffamation, c'est une infraction qui est connue par notre code pénal togolais, en tout cas en droit positif togolais. J'ai mon confrère qui peut-être va parler en se contextualisant en France. En France, du droit français. Ouais, exactement. Donc moi, qui vais vous donner la référence par rapport au droit positif togolais, ce sont les articles 290 et 291 qui en disposent. Donc la diffamation, c'est une allégation ou une imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne. Donc c'est la définition qu'on donne notre code pénal. Oui. Donc, c'est une allégation ou l'imputation d'un fait qui va porter atteinte à l'honneur de la personne justement, qui fait objet de ces écrits-là. D'accord. Alors, Antoine, je voulais dire Griezmann, mais je reste Antoine. Alors, dites-nous aujourd'hui, du côté français, comment est-ce que vous percevez dans le droit français la diffamation ? Alors c'est exactement la même définition que le droit togolais a appliqué dans sa réforme du code pénal de 2015. Enfin, pour répéter, ce serait également la diffamation d'une allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur. Donc clairement pas de différence sur l'interprétation qu'on peut avoir de la notion juridiquement parlant. Alors, diffamation, dénonciation calomnieuse, voilà peut-être deux notions qui semblent être voisines. Alors, elles semblent être voisines peut-être dans l'entendement général, enfin aux yeux de l'opinion publique, mais opinion publique, bon bref. Mais c'est deux notions qui sont diamétralement différentes. On pourrait s'essayer à expliquer peut-être les différences. D'abord, alors pour résumer, une diffamation, c'est divulguer une information qui va porter atteinte à une personne. Et peu importe que l'information soit vraie ou fausse. La dénonciation calomnieuse, elle, c'est divulguer une information de nature fausse, intentionnellement, dans le but à ce que la personne concernée par cette information va être sanctionnée. Alors que ce soit une sanction policière, judiciaire ou une sanction disciplinaire. Donc ça peut être à l'égard de la police, du juge, et disciplinaire, ça concerne souvent parfois l'employeur, donc dans le milieu privé. Voilà. Roger, dans sa définition, il parlait tout de suite, il disait la diffamation, c'est le fait de divulguer une information qui porte atteinte à une personne, qu'elle soit vraie ou fausse. Mais si l'information elle est vraie, en quoi suis-je en erreur ? Exactement. Je pense qu'en off, lorsqu'on discutait, j'avais aussi soulevé cette inquiétude que voilà, le citoyen peut légitimement avoir. On va lui retourner cette question pour qu'il nous développe sa théorie. Antoine Loiseau. Parce que ici, c'est pas la notion de prouver, de montrer une vérité, de montrer un fait. Ici, la diffamation, c'est plutôt, il faut retenir, c'est qu'on divulgue une information dans le seul but et intentionnellement de porter atteinte à la personne, à l'honneur de la personne notamment. Et donc c'est plutôt l'intention de nuire ici qu'on va retenir. Après, concernant l'aspect moral de dire la vérité, il y a souvent des mesures qui sont prises ou qui sont prévues par la loi, qu'on appelle notamment l'exception de vérité ou une autre exception qui est la bonne foi de la personne. C'est vrai que c'est pas une exception, parce que la bonne foi prouve qu'il n'y a pas eu l'intention de nuire souvent. Et ou du moins ça peut être légitimé. Et du coup,
ici, ça va être une justification inscrite dans le droit de la morale de dire la vérité pour faire avancer les choses ou changer une injustice, par exemple. Voilà. Donc, Oui, Roger. donc, comme il le disait, je discutais avec lui et je disais effectivement, mais les gens peuvent être frustrés parce que quand même tu as donné une information qui est vraie. Vrai, Pourquoi est-ce qu'on va te poursuivre pour diffamation? justement. Donc véritablement, c'est ça, c'est l'atteinte à l'honneur. C'est-à-dire que tu as manipulé l'information exprès pour atteindre ou bien pour porter une atteinte à l'honneur de la personne justement que tu cites dans tes propos. Donc c'est ceci qui est reprimé. Alors, ce que je comprends derrière, ce qui est réprimé, ce n'est pas le fait de divulguer l'information, c'est plutôt l'intention de nuire ou de porter atteinte à la personne. Exactement. Alors, aujourd'hui, avec la flambée des réseaux sociaux, c'est vrai, on n'entend pas si procès en diffamation, attaque contre tel, et surtout au niveau des médias. Quand on prend les diffamations sur les réseaux sociaux, ça prend plus d'ampleur. Alors, si on est victime de diffamation sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que je dois faire, par exemple? Parce qu'aujourd'hui, c'est très facile de dire Roger, il a fait ci sur les réseaux sociaux, soit disant que je ne l'ai pas attaqué directement. Si X est attaqué sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il doit faire? Quelle attitude doit-il avoir? Je pense que de toute façon, la loi pénale, elle a encadré, je vais dire, la répression, ou en tout cas, il y a une procédure pour pouvoir faire droit aux personnes qui se disent victimes de ce genre de pratiques. Donc maintenant que ce soit sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que tout ce qui est dématérialisé ou comme ça dans la vie réelle, c'est la même procédure, moi je dis. Lorsque vous vous estimez victime d'un acte diffamatoire, mais naturellement vous portez plainte. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de porter plainte. Maintenant derrière, justement, ce qui va soutenir votre plainte, c'est de pouvoir apporter la preuve que vous avez été victime de tel. Donc justement, peut-être des écrits ou des vidéos, tout ce que vous avez sous la main qui vous sert d'élément pour arriver à la conclusion que voilà, on vous a brimé dans votre droit. Donc vous allez utiliser ça comme élément de preuve. Maintenant, il reviendra au juge de dire conformément à ce que les textes ont prévu, justement pour canaliser ou bien pour constituer l'infraction de diffamation. Il reviendra à eux justement de pouvoir voir si c'est vrai ou si c'est faux. Mais si c'est vrai, naturellement, on vous fera droit. Voilà. Antoine, quand on prend ces diffamations, comment est-ce qu'aujourd'hui, il parlait de l'élément de preuve, comment prouver aujourd'hui que j'ai été diffamé? Alors d'abord, pour pouvoir poursuivre en justice et établir une plainte qui pourrait aboutir, il faut d'abord aussi prouver une autre chose, c'est le préjudice. Donc il faut que la personne prouve qu'elle a été, que son honneur a été attaqué, qu'on a porté atteinte à son honneur. Et une fois la certitude prouvée, donc il faut toujours une certaine dimension. Donc on n'est pas obligé d'être une célébrité non plus pour être victime de diffamation, mais il faut que c'est un impact souvent sur notre vie privée. Et ensuite, il faudra, comme l'a dit Roger, porter tous les éléments à charge qui pourront être portés à l'égard de la personne, savoir être en mesure de montrer que cet élément à charge vous vise directement. Donc, il faut que vous soyez identifiable directement. Et pas, si c'est indirect, ce sera difficile de retenir la diffamation. Donc c'est ce que je peux dire déjà. Voilà, je pense que là, il est allé dans vraiment le fond, les éléments constitutifs. Et comme il a dit, par exemple, je rebondis sur ce dernier aspect. Si c'est indirect, on ne pourra pas retenir la diffamation. C'est-à-dire que vous estimez que quand la personne disait, je prends un exemple banal, quand la personne disait, la personne à la peau bronzée qui était dans la salle d'émission de Jenna, et vous estimez que comme vous êtes Antoine Dira par exemple, comme c'est lui le blanc dans la pièce, il estime que forcément c'était lui. Donc quand tu n'es pas nommément cité, ce sera difficile. C'est-à-dire que tu interprètes et tu te dis que le gars a tel précédent par exemple, c'est sûr que c'est de toi qu'il parle. Mais si ce n'est pas direct, ça sera compliqué d'arriver à justifier que c'est vous, quoi. Ok. Alors, diffamation, dénonciation calomnieuse, il n'y a qu'un petit pas, véritablement. Aujourd'hui, dans quel cas est-ce qu'on peut se dire qu'on se trouve dans une dénonciation calomnieuse, par exemple? Roger. Bon. Bien, pour avoir
beaucoup discuté avec lui. Déjà, je pense que au niveau de la diffamation, comme il avait dit, l'information, qu'elle soit vraie ou fausse, elle peut être constitutive d'une infraction de diffamation, qu'elle soit vraie ou fausse. L'essentiel, c'est que l'information est pour objectif final de porter atteinte à X. Mais dans le cas de la dénonciation calomnieuse, c'est carrément une information fausse qui est manipulée dans l'intention de nuire. C'est une information fausse, quoi. Vraiment fausse. Elle n'est pas vraie du tout. Elle n'est pas vraie du tout. Déjà, ça, c'est la première nuance que moi je relève. Et Antoine. Pour compléter, on va le rappeler encore une fois, c'est faut que le fait de révéler cette information aboutisse à une sanction pour la personne qui est visée par l'information. Et après, il y a d'autres catégories. Hein. Si on peut aller encore plus en profondeur sur... Oui, on est là pour apprendre. Allons-y. Allons-y alors. C'est d'abord... donc, la nature de l'information doit aboutir à un fait qui est de base sanctionnable. Donc, que ce soit par exemple, comme on disait dans le boulot, imaginons que quelqu'un, alors que les horaires sont définis déjà dans le travail, arrive en retard. J'ai un collègue avec qui je ne m'entends pas, et ben je vais accuser mon patron que ce collègue-là arrive tous les jours en retard. Alors que c'est pas vrai. Tout ça pour que ça aboutisse à une sanction disciplinaire. Donc, est-ce que ça peut aller jusqu'au licenciement? Je ne sais pas. Mais il faut déjà une sanction. Après, ensuite, on rappelle, il faut que le fait soit faux. Et là, c'est souvent sur cette base-là qu'on prouve l'intention de nuire, donc pour aboutir à une sanction. Ensuite, il faut que le fait de révéler l'information, ce soit spontané, que ça ne résulte pas. Alors ça, c'est en France, c'est ce que les juges ont interprété. Il faut que le fait de révéler l'information ne découle pas d'une obligation. Ainsi, par exemple, si je suis policier et que, encore une fois, je ne m'entends pas avec un collègue, et que ce policier fait quelque chose de mal dans le commissariat, le fait de le dénoncer, c'est une obligation en France. Et de ce fait, on ne peut pas considérer que le fait de dévoiler l'information soit spontané. Qu'elle résulte de la volonté, mais elle résulte d'une obligation. Et donc, si on n'a pas la volonté, si on n'arrive pas à dégager la volonté de dégager une information, on ne pourra pas, ce sera très difficile de prouver l'intention de nuire. Ici. Voilà, Roger, il a fait un parallèle avec la législation française. Alors, au Togo, que dit le code pénal par rapport à cette histoire de dénonciation calomnieuse? Non, je pense que comme il l'a dit exactement, ce sont les éléments constitutifs. Oui. Et sur le dernier élément, que la dénonciation découle d'une obligation. Donc, effectivement, il n'y a pas que, par exemple, les policiers qui, dans le récit de leur fonction, sont obligés de dire certaines choses. La nuance, c'est que c'est-à-dire que c'est de manière préventive, quoi. Par exemple, on dit... Là, l'exemple qui me vient à la tête n'est pas suivi de sanctions, donc ça ne peut pas compter. Mais véritablement, par exemple, si on vous dit de faire une veille, vous êtes par exemple un médecin, oui, et vous devez faire une veille. Mais bon, l'exemple n'est pas sanctionnable, donc je n'arrive pas à évoluer avec. Mais il faut par exemple, si tu es médecin, signaler s'il y a un cas de Covid. Bon, supposons que si tu étais testé positif au Covid, on te sanctionnait. Donc, si par rapport à X, Y, je soupçonne que un tel collègue, par exemple, soit positif au Covid, et là encore, je me sens entre guillemets parce que ce n'est pas le contexte actuel. Mais je dis dans l'hypothèse où c'était par exemple sanctionnable et que tu le dis comme ça, si on se rend compte après que c'était une information fausse, on ne pourra pas te sanctionner parce que c'était un devoir pour toi de le dire. Voilà. Donc, okay. Voilà. Aujourd'hui, quand on prend les populations, les profanes, comme on aime à les appeler parfois, c'est très difficile de se rendre compte, de se dire, j'ai dénoncé telle personne parce que, voilà, pour moi, j'avais l'information comme quoi c'est elle qui avait volé. Et derrière, je dis oui, c'est elle parce que je l'ai vu passer par là. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que je n'ai pas la preuve réellement de son vol, en vous disant cela, suis-je en train de faire une dénonciation calomnieuse ou peut-être de le diffamer? Dénonciation calomnieuse, non, parce que vous avez dit vous avez un doute. Oui. Et
Donc en fait, le fait que vous allez révéler cette information, c'est pas dans l'intention de le nuire, mais c'est plutôt dans l'intention de réclamer justice. Et donc c'est différent. Ici, la nature de la dénonciation repose sur le doute qu'elle vous a volé. Mais pas, la première intention n'est pas celle de nuire, mais celle d'obtenir réparation. Voilà, c'est ça la différence. C'est ça la différence. Moi, Alors, oui, Roger. Moi, peut-être, après t'avoir écouté, je me dis, une fois encore, peut-être que cette discussion-là, c'est pour justement rappeler à tout le monde qu'avant de faire certaines affirmations sur la place publique, il faut véritablement se rassurer que ce qu'on dit est juste, est vrai. C'est ça l'objectif de cette émission. Si, par exemple, vous estimez que tel peut être... Vous suspectez que tel vous est, par exemple, volé, vous avez le droit de le dire, mais il y a une formule encore. Entre parenthèses, souvent dans les actes juridiques, lorsque on est à la phase préliminaire, que ce n'est pas encore établi qu'une telle personne est commise, je pense qu'on met tout au conditionnel. Oui. Tel aurait, voilà. Il y a une manière de formuler pour qu'on sente que c'est encore entaché de doute, c'est pas encore clair. Voilà. Donc, mais si vous affirmez que tel a volé, ou que après, par exemple, c'est révélé que la personne n'a pas volé, là, on pourra vous poursuivre. Donc, c'est véritablement une invitation à tout le monde de véritablement prendre la mesure de la chose avant sur la place publique, de dire certaines trucs. Voilà, c'est quand même ce qui est visé dans cette émission, pouvoir apporter le droit auprès de nos populations, de les avertir sur ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Et vous êtes bien sûr sur le www.radio.jena.tg dans l'émission L'heure du droit. Justement, Antoine, vous vouliez réagir par rapport à ce qu'il disait? Peut-être parce que on peut pas, à mon avis, je ne sais pas si on peut attaquer en diffamation, notamment, où tout dépend. Ça va dépendre du cas, parce que ça dépend à qui je vais le dire que cette personne a volé. Si je le dis qu'à la police, le fait que ça va porter atteinte à la personne accusée, ça va être très facilement... c'est biaisé, c'est pas quand on le dit, préjudice réel. Et concernant... Mais si je viens sur une antenne, par exemple, comme radio, et que je commence par dire, voilà, c'est Roger qui m'a volé. Là, c'est différent. Parce que on va avoir un nombre d'auditeurs plutôt conséquent, et que l'image de Roger va, aux yeux du public, aux yeux de ses amis, aux yeux de ses proches, va être impactée, nécessairement. Et que du coup, là, ça va lui causer des préjudices, que ce soit, par exemple, dans sa vie professionnelle, dans sa vie familiale. Donc ça peut découler à un tas de conséquences avérées ou potentielles qui sont des faits qui pourraient aller qualifier d'une diffamation. Oui, aujourd'hui, le fait est que sur les réseaux sociaux, on se cache derrière les numéros, on se cache derrière des profils pour faire des diffamations, raconter des histoires qui portent atteinte à l'honneur ou qui nuisent à certaines personnes. Est-ce que, en faisant cela, en restant toujours soi-disant anonyme, est-ce qu'on est protégé ou toutefois, lorsque je me sens attaqué, je peux porter plainte sur le titulaire de ce numéro, par exemple, Roger, Antoine? Bon, je sais qu'en droit togolais, c'est même pas une histoire de droit togolais, mais ici, dans notre contexte, nous avons quelque peu de la difficulté à tracer toutes ces personnes. C'est-à-dire que sur le numérique, c'est compliqué vraiment de faire des investigations approfondies. Mais j'avoue que de plus en plus, les autorités sont en train de prendre le poids de la mesure et il y a beaucoup de choses qui se font. De sorte que je pense qu'en l'état actuel, quelqu'un qui se cache derrière son numéro pour dire certaines choses, jusqu'à un certain seuil, il sera identifiable. Vous savez, il y a cette histoire d'idées identifiants et autres. Donc, je pense qu'il y a des cellules qui peuvent pouvoir faire ce travail de fond. Je sais aussi, j'ai cette information, que on les appelle les hébergeurs, je crois. Oui. Ouais, les hébergeurs, ils ont des obligations. Par exemple, de lever l'anonymat lorsqu'il y a une procédure officielle, une procédure judiciaire qui est en cours. On peut demander de lever l'anonymat. Maintenant, dans la pratique, je ne sais pas vraiment comment les autorités judiciaires composent avec la police et puis les opérateurs de téléphonie. Alors, Antoine, en France, comment ça se fait ces dénonciations calomnieuses ou alors ces diffamations sur les réseaux sociaux? De base, quand on porte plainte, on doit connaître l'identité de la personne. Mais
après, on a toujours l'exception. Quand on ne connaît pas, on peut alors porter plainte contre X. Et donc là, on va avoir une procédure pour essayer d'identifier la personne. Ensuite, pour essayer que cette information ne continue à se véhiculer sur la toile, on peut demander à l'hébergeur d'abord d'enlever le contenu. Donc ça, c'est simplement sur Facebook, par exemple, vous avez un onglet demander de retirer c'est directement ouvert. Ensuite, s'il ne le fait pas, je sais qu'en France, on a des autorités qui contrôlent ça. Et lorsque vous allez donner votre nom, la pièce que vous voulez enlever, donc la vidéo ou la photo, et d'autres documents, enfin notamment c'est les deux éléments principaux, vous allez pouvoir obtenir le fait que les instances judiciaires françaises vont pouvoir exiger auprès de l'opérateur d'enlever le document. Voilà. Justement, vous avez parlé aussi des photos. Alors, on voit qu'il y a plus de recrudescence de diffuser des photos, des nudes, parfois des personnes, ou des photos peut-être de certaines personnes dans des conditions qui ne sont pas idoines. Et là aussi, parle-t-on de diffamation? Parce que aujourd'hui, peut-être. Je dirais cyberharcèlement, peut-être. Oui, voilà. C'est plus. Parce qu'on arrive dans des notions juridiques, dans des notions qui rentrent dans le domaine juridique et qui sont relatives de plus en plus au cyber. Voilà. Et donc, je ne sais pas si on peut tout mettre, tout identifier comme étant de la diffamation. Là, je ne saurais pas vous répondre ici. En tout cas, la limite, elle est très très infime parce que. Moi, j'ai même bien envie de dire qu'en fait, tout ce qui. En fait, le cyberharcèlement, c'est le harcèlement cyber, quoi. Voilà. Donc, je ne sais pas si on va dire cyberdifamation, cyberdénonciation calomnieuse, mais en tout cas, tout ce qui va rentrer. Au niveau d'Internet. Ça serait la cybercriminalité, vous voyez, diffamation, tout ça, ça serait la cybercriminalité. Je crois qu'on a le code numérique qui va forcément prescrire des indications pour pouvoir réprimer ce genre de comportement délictueux. Alors, quand on regarde les dénonciations calomnieuses, à qui je dois m'adresser? Si aujourd'hui je me sens victime d'une dénonciation calomnieuse, je vais chez le juge, chez le policier, je vais chez qui? Vous porter plainte? Alors, ça dépend, parce que si c'est une dénonciation calomnieuse, ça peut souvent le début de la dénonciation, le fait de dénoncer, ça peut parfois aller devant les juridictions. Et donc, lorsqu'on va avoir une affaire qui va être ouverte, que la personne, et c'est à partir de là où on va savoir on peut dire que c'est une dénonciation, c'est que la procédure qui a été entamée, elle va aboutir sur un non-lieu, la personne sinon va être relaxée de toutes les poursuites qui vont être engagées, et là en retour, soit l'autorité publique peut, elle, ouvrir une procédure pour dénonciation calomnieuse. Donc ça peut être automatique. Après, ça peut être aussi, par porter plainte, lorsque ça peut être fait notamment à l'égard de l'employeur, fait dans le milieu privé ou policier peut-être. Voilà. Oui, Roger. Oui, donc je reprécise bien le cas. Donc vous estimez avoir été victime d'une dénonciation calomnieuse. Donc qu'est-ce que vous faites? Oui. Voilà, moi en tout cas dans le contexte actuel, je vous recommande de porter plainte. Donc je pense que vous écrivez au procureur de la République et il va se charger de mettre en mouvement l'action publique. Et voilà, selon les suites qu'il va donner, ça ira où ça doit aller. Parce que après le procureur, il a encore la possibilité soit de poursuivre ou non. Je pense que on pas d'opportunité de poursuivre. Voilà. Donc il va voir si véritablement il y a matière à s'inquiéter. Alors, vous êtes bien sûr le www.radio.jena.tg et votre émission, l'heure du droit, se tient tous les samedis à partir de 10h sur votre antenne. Le droit plus proche de vous, mesdames et messieurs, c'est notre devoir de vous l'apporter. Et aujourd'hui, nous sommes sur ce plateau avec Roger Kpakou et Antoine Loiseau, tous deux juristes, et nous parlons de diffamation et dénonciation calomnieuse. Après avoir compris ce que c'est que la dénonciation calomnieuse et la diffamation, forcément punie et réprimée par la loi, quelles sont les sanctions
encourue, forcément que ça doit différer peut-être d'une juridiction à une autre. On va commencer peut-être par la métropole, en France par exemple. Antoine. Alors, pour la diffamation, je crois que c'est une amende de 12 000 euros, il me semble. Et concernant la dénonciation calomnieuse, c'est 5 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Alors, il faut apporter une nuance à ce qui est écrit dans les textes. Donc, je crois que c'est l'article 226-10 du Code pénal français. Et en fait, c'est la peine maximale qui peut être encourue. Donc, après, c'est à la liberté, à la libre décision du juge de déterminer la peine qui va être prononcée. Et donc, souvent, les peines de prison sont rares et les amendes sont rarement si élevées parce que il faut aussi prendre en compte le contexte de la personne aussi et de voir aussi toujours avec cette notion de proportionnalité de la peine. Donc voilà, faut pas non plus exagérer dans le prononcé du jugement. Alors, monsieur le juriste togolais, au Togo, diffamation, dénonciation calomnieuse, quelles sont les peines encourues? Donc, diffamation, ici, c'est 1 mois à 6 mois. D'emprisonnement. Avec sursis. 1 mois à 6 mois avec sursis ou une amende de 500 000 à 2 millions. C'est bien dit. Et où on peut soit combiner, soit choisir. C'est-à-dire l'un ou l'autre. Voilà, exactement. Et je pense que, véritablement, selon le cas, le juge va choisir une amende souvent. Très souvent. Ou bien, une peine, une condamnation à sursis peut-être. Sursis, voilà, comme ça, s'il y a confirmation que vous êtes un délinquant, on pourra toujours. Ou bien vous êtes récidiviste. On pourra vous ramener pour purger cette peine-là. Et maintenant, au niveau de la dénonciation calomnieuse, très intéressant, peut-être qui diffère de la France. Oui. Ici, j'ai l'article 364 du nouveau Code pénal 2015 qui dit « Toute personne auteur d'une dénonciation calomnieuse est punie de la peine applicable à l'infraction imputée au prévenu ou à l'accusé que la fausse accusation vise à faire condamner. » Ça, c'est dur pour vous, pour l'auditeur qui nous suit. Alors, de manière terre à terre, qu'est-ce que le Tesla veut dire? Littéral. Qu'est-ce que le Tesla veut dire? Ce test veut dire œil pour œil, dent pour dent. Alors, parce que si vous avez eu pour intention, si derrière votre dénonciation, la personne aurait pu prendre 5 ans d'emprisonnement, c'est vous qui allez les prendre à sa place. En d'autres termes, si la dénonciation calomnieuse visait à me faire virer de mon boulot, voilà. C'est vous qu'on vire. Exactement, s'il faut respecter le texte, c'est vous qu'on vire. Et naturellement, il n'y a pas que ça c'est la sanction peut-être de privation de liberté. On a aussi une amende de 5 millions à 20 millions. Donc je pense que si vous n'allez pas derrière les barreaux, on va quand même essayer de vous plumer au maximum pour que vous reteniez la leçon les prochaines fois. Voilà. Que vous soyez au Togo ou en France, ce qui est sûr, la diffamation, elle est punie, soit d'une peine d'emprisonnement avec sursis au Togo ou d'une amende comme au Togo et puis en France. Sauf qu'au niveau de la dénonciation calomnieuse, au Togo, c'est l'équivalence. Vous me cherchez pour 5 ans, derrière, vous prenez les 5 ans. Mais en France, vous vous mettez 45 000. Après, je ne sais pas, du coup, c'est la peine encourue. Est-ce que c'est la peine maximale ou prononcée? Donc ça déjà... après, ça m'étonne. Enfin, je ne sais pas, faudrait que je relise le texte parce que ça m'étonne. Mais si c'est vraiment ce que vous dites... ça me paraît complètement disproportionné vis-à-vis du préjudice causé. C'est-à-dire, pour un préjudice qui est finalement presque l'atteinte à l'honneur et plus, parce que ça peut avoir des répercussions toujours sur la vie professionnelle, familiale. Prendre la peine, par exemple, imaginons que je l'accuse d'un meurtre et que le lendemain je me retrouve en prison pour tant d'années juste pour avoir dénoncé comme ça, c'est là où je mets un doute, c'est que ça me paraît vraiment disproportionné par rapport au fait. Peut-être que c'est beaucoup plus dissuasif. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il ne faut pas oublier aussi que derrière les peines, c'est l'une des fonctions des sanctions pénales, c'est aussi de dissuader les gens. On ne veut pas que les gens en arrivent là. Mais maintenant, s'ils en arrivent là, on est d'accord que le juge, puisqu'il a encore la possibilité de choisir, il ne va pas privilégier forcément la peine d'incarcération. On sait qu'au Togo, dans nos prisons, on a assez d'effectifs. C'est déjà un problème pour l'administration. Le mot, on dit
désengorger les prisons. C'est un défi. Donc, il ne va pas forcément amener quelqu'un en prison pour ça. Mais ce qui est sûr, le citoyen, mes confrères, doivent garder en tête que c'est ce qui est prévu. Donc, si la personne, par malchance, se retrouve là-bas pour 20 ans, eh bien, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, c'est pas ce que la loi dit. Nul n'est censé ignorer la loi. La diffamation et la dénonciation calomnieuse sont punies par le code pénal togolais et le code pénal français. Ainsi sera-t-il dans d'autres pays également. Et nous avons parlé en ce jour de la dénonciation calomnieuse et de la diffamation avec Roger Bakou et Antoine Loiseau, tous deux des bons conseils juridiques. Les bons conseils juridiques, ça se porte bien, Roger? Oui, actuellement nous sommes en pleine refonte. Oui. Donc très bientôt nous allons proposer aussi d'autres services sur notre plateforme. Tout le monde se porte bien. Alors moi je vous relance sur la question des droits de l'enfant chez les bons conseils juridiques. Nous sommes tient à cœur réellement à Radio Jena. On reviendra sur cela alors. Voilà. Antoine Loiseau, merci d'avoir accepté notre invitation. J'espère que vous serez là encore un peu de temps pour passer sur nos plateaux. Avec plaisir. D'accord. Je suis à Eli Atikpo. L'heure du droit s'achève ainsi pour ce jour. Je vous donne rendez-vous le samedi prochain pour aborder une autre question du droit dans la cité. Portez-vous bien, chers auditeurs de Radio Jena. Surtout, ne zappez pas, c'est le www.radio.jena.tg ou alors téléchargez notre application mobile sur Play Store. Rentrez là-dedans, simplement tapez Radio Jena et puis vous êtes servi. Je vous dis au revoir et à la prochaine.